Ok, super, excellent. Bon, bah écoutez, il est 18h01, je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure et c'est bientôt le grand jour du bac français. Je ne me trompe pas, nous sommes le mercredi 10 juin 2026. Demain, ce sera le 11 et demain, si je ne fais pas erreur, c'est un très grand jour parce que c'est le moment où se joue enfin votre réussite à l'écrit du bac français. Je sais que vous avez fait de grands efforts toute l'année pour préparer ce moment. Et là, c'est money time. C'est le moment décisif. C'est le moment que tous ces efforts viennent à payer. Et je suis là pour vous y aider. Je suis Benjamin Charignon, cofondateur de la méthode Aristote, prof de français depuis 20 ans. Et j'ai accompagné des centaines et même des milliers d'élèves maintenant dans la préparation de ce bac français. Et mon objectif ce soir, c'est de répondre à vos questions si vous en avez et de vous donner un maximum de conseils utiles, pratiques pour vous mettre dans les meilleures dispositions pour que vous réussissiez très bien demain, chacun avec ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait aussi, mais ce que vous avez fait, c'est déjà très bien et tout se joue vraiment demain. Tout va se jouer demain et vous avez largement les moyens, avec ce que je vais vous dire, avec ce que vous avez fait cette année, largement les moyens de très bien réussir. Donc, j'ai 10 grands conseils à vous donner, qui sont les 10 choses les plus importantes que vous devez avoir en tête. Vous n'hésitez pas à participer. Vous avez l'onglet Conversation qui vous permet de participer activement à ce live. Vous pouvez me poser toutes vos questions. J'y répondrai dans les interstices de ma présentation et je ne vous lâcherai pas tant que je n'aurai pas répondu à toutes vos questions. Alors, le premier secret de la réussite, il est très court, il est très simple, d'accord? C'est de ne pas paniquer face au sujet. Si le sujet vous paraît difficile, dites-vous bien que ce sera la même chose pour tout le monde. Et donc, pas de quoi perdre ses moyens. Si le texte résiste à la compréhension, c'est normal. Le texte du commentaire, il est fait pour être lu, mais pour être relu plusieurs fois. C'est normal si ça résiste. Si le sujet de dissertation vous paraît un peu obscur à la première lecture, c'est normal. Lui aussi, il est fait pour résister un peu et vous allez avoir largement le temps de le lire et de le relire. Donc, pas de panique face au sujet et très rapidement, on se pose la question du choix de l'exercice. Évidemment, choisir l'exercice gagnant, c'est une des clés de la réussite. Et l'exercice gagnant, c'est pas le même pour tous les candidats. Dites-moi un peu dans le chat si vous savez déjà quel exercice vous allez choisir demain ou si vous vous laissez le choix le jour J, parce qu'il existe ces deux stratégies, évidemment, et les deux stratégies sont valables. Zoé, elle sait déjà que ce sera la disserte. Nicolas, le commentaire. Antoine, le commentaire. Hélène, le commentaire. Alexia, le commentaire. Beaucoup de commentaires. Commentaires. Écriture d'invention, ça, c'est plus vraiment d'actualité, sauf si on parle d'une autre filière, mais commentaires ou dissertations en filière générale, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous. Il y en a une d'entre vous qui verra demain, OK. Les questions qu'il faut se poser, hein, vous les connaissez, je pense que vous êtes déjà posé ces questions. En voie générale, c'est dans quel exercice je suis le plus à l'aise? Est-ce que j'ai eu des meilleures notes dans les exercices que j'ai pu faire à l'entraînement? Est-ce que j'ai été mieux payé de mes efforts en dissertation ou en commentaire? Et si en fait vous hésitez et que vous ne savez pas bien, vous pouvez vous rattacher aux grands profils de réussite que sont côté dissertation une maîtrise de la méthodologie de la dissertation, évidemment, mais aussi une bonne connaissance des œuvres qui sont au programme. Donc, si vous n'avez pas lu les œuvres, si vous connaissez mal les œuvres, si vous ne connaissez pas les grands axes de lecture que vous pouvez mobiliser sur ces œuvres, si vous n'avez pas de citations en stock, probablement que c'est une bonne idée de vous tourner plutôt vers le commentaire, parce que pour réussir la dissertation, il faut non seulement maîtriser les codes de l'exercice, mais il faut aussi bien connaître l'œuvre dont on va parler. Inversement, le commentaire ne suppose pas la connaissance d'une œuvre en particulier, puisque vous allez être interrogé sur un texte que par définition, vous ne connaissez pas.
Mais par contre, ce qu'il faut maîtriser pour le commentaire, c'est la méthodologie et c'est un certain nombre d'outils d'analyse littéraire que sont les figures de style, les valeurs des temps, les discours rapportés, les points de vue, etc. Et donc, ce que je vais faire ce soir, c'est aussi essayer de vous remettre tout ça un petit peu en place, en tout cas pour la partie méthodo, parce que si vous ne connaissez pas les œuvres, eh ben, disons que je ne peux plus rien pour vous ce soir, et vous non plus probablement, vous n'allez pas passer la nuit à relire les œuvres, hein, même si j'ai appelé ce live une veillée d'armes. Vous savez ce que c'est qu'une veillée d'armes? C'est le moment où les chevaliers au Moyen-Âge fourbissaient leurs armes et ils passaient la nuit entière à prier. Alors, c'est pas du tout le programme que je vous propose. Au contraire, cette nuit, ce serait important de bien dormir, de prendre des forces. Mais on est là quand même pour fourbir un peu vos armes et c'est ce à quoi je vais m'employer. Alors, si vous êtes en voix techno, j'ai vu qu'il y a une question, est-ce que cela va être utile pour la voix techno? Oui, si c'est le commentaire que tu prépares, je t'invite vraiment à rester avec nous, parce que le commentaire, en fait, en voix techno, c'est exactement la même chose qu'en voix générale, à une nuance près, c'est qu'on vous donne une indication pour le plan, mais tout ce qu'on va voir sera néanmoins utile. En revanche, j'ai fait le choix de ne pas parler ce soir de la contraction essai parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Donc, si vous êtes déjà décidé sur contraction essai, je vous laisse filer pour aller vous concentrer, rentrer dans votre bulle de déconnexion, de concentration jusqu'à demain matin. Si vous êtes intéressé par le commentaire, on va abondamment parler aujourd'hui du commentaire. Alors, le secret numéro 3, c'est la gestion du temps. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui tombent dans un des deux pièges que sont le candidat qui part au bout de 3 heures, par exemple, c'est con. C'est con. Il aurait forcément fait mieux s'il avait employé tout le temps dont il disposait. Donc, ne pas employer tout le temps, c'est bien dommage. Oui, Ethan, on va parler de la dissertation. Ne pas employer tout le temps dont on dispose, c'est bien dommage, mais évidemment, pire encore, celui qui manque de temps et qui n'arrive pas à livrer au propre un devoir complet. Ou bien, variante, celui qui va livrer un devoir complet, mais très déséquilibré, parce qu'en fait, il a été pris par le temps, et donc il torche, à la fin, il torche. Sa deuxième partie est déjà plus courte que la première, sa troisième partie est 2 fois plus courte que la deuxième, qui était elle-même 2 fois plus courte que la première. Ça, c'est très mauvais aussi. Donc, pour éviter ce double écueil, il faut avoir en tête quelque chose d'important, mais assez simple, c'est que le brouillon, le travail que vous allez faire au brouillon, doit vous occuper au maximum la moitié du temps. D'accord? Au maximum la moitié du temps. Et vous avez du coup un minimum de 2 heures à consacrer à la rédaction au propre. Après, ça peut être 1h30 au brouillon, 2h30 au propre. Ça peut être 1h45 au brouillon, 2h15 au propre. En fait, le timing, il dépend un peu de chacun. Il dépend un peu de votre aisance rédactionnelle, il dépend de vos habitudes, il dépend de ce que vous avez fait à l'entraînement. Et donc, chacun doit avoir son propre emploi du temps. Mais je vous mets en garde quand même contre une chose, c'est que au bout de 2 heures, si vous n'êtes toujours pas passé à la rédaction au propre, eh bien, vous seriez bien inspiré de le faire parce qu'à la fin des fins, vous serez noté sur quoi? Vous serez noté sur ce que vous aurez fait au propre, pas sur ce que vous aurez fait au brouillon. Donc, c'est très important de ne pas trop tarder à rédiger. Inversement, très important aussi de ne pas passer trop vite sur le brouillon parce que c'est là que se joue la qualité de ce que vous allez faire. Alors, il y a des questions auxquelles je répondrai plus tard. Involontairement, je ne vais pas répondre à toutes vos questions au fur et à mesure. Il y a des questions que je garderai pour la fin. Je vois qu'il y a des questions sur les discours rapportés, sur les discours directs et indirects. Je ne vais pas répondre à cette question tout de suite, mais j'y répondrai à la fin. Donc, n'hésitez pas à me reposer la question à la fin si jamais je n'y ai pas répondu pendant le live. Donc, sur la gestion du temps, je vous ai mis ici quelques repères importants. Pour le commentaire, ça va être l'occasion de revoir un peu quelles sont les grandes étapes du travail que vous devez faire. Pour le commentaire, si on part sur 1h30 au brouillon, 2h30 au propre,
Encore une fois, c'est indicatif, ça peut s'adapter. Les étapes de ce travail de préparation que vous avez fait au brouillon, c'est d'abord, très important, lecture et relecture. J'ai mis 10 minutes, mais si c'est 15 minutes, c'est pas du temps perdu, d'accord? C'est pas du temps perdu de relire plusieurs fois le texte qui vous est soumis en commentaire, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. C'est de bien le comprendre, le texte, et je dirais même pas seulement le comprendre, mais bien le vivre. Il faut faire sonner les mots, il faut laisser résonner les émotions, parce que ce texte, il est là pour vous procurer un certain nombre d'émotions. Et vous vous souvenez peut-être, si vous étiez avec moi au live sur les registres, que ces émotions, elles indiquent le registre du texte. Si c'est une émotion d'admiration, par exemple, donnez-moi le registre qui suscite l'admiration. Si c'est le rire, donnez-moi le registre. Oui, Perrine, en effet, le comique pour le rire. Et quel registre qui provoque l'admiration devant des actions héroïques, devant des héros qui sont bigger than life, qui, oui, non pas élégiaque, Sophia, l'élégie. L'élégie, c'est un chant de deuil. C'est le registre de la tristesse qu'on éprouve quand on a perdu un être aimé. Mais en effet, de Moni, Matisse, Nicolas, c'est le registre épique, tout à fait. Alors, vous vivez ce texte à de multiples reprises en le lisant, en le relisant et en essayant de comprendre son sens. Si le sens résiste, c'est normal, on le relit. On n'oublie pas de bien lire le péritexte, c'est-à-dire ce qui se trouve au-dessus, en dessous du texte, qui vous donne des indications parfois indispensables à la compréhension. Vous pouvez aussi avoir des notes de bas de page. Elles sont parfois indispensables à la compréhension. Donc regardez bien non seulement le texte, mais aussi tout ce qu'il y a autour du texte. Ensuite, c'est la deuxième étape, et ça peut durer 10 à 15 minutes aussi, c'est CGTTRI, 6 questions à poser sur le texte qui permettent de le caractériser. On y revient dans un instant parce que vous allez voir, c'est la base de la méthode, la problématique en découle, le plan en découle. Donc CGTTRI, rentrez-vous bien ça dans la tête, contexte, genre, type, thème, registre et intention de l'auteur. On pose des questions sur le texte, on y répond brièvement au brouillon. Ça va être les briques qui vont permettre de construire la problématique et le plan. Ensuite, on passe à l'analyse linéaire, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur le découpage du texte, comment est-ce qu'il est composé ce texte, combien de parties, 2, 3, 4 parties, de quelle ligne à quelle ligne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque partie. Et ensuite, on prend partie par partie et phrase par phrase le texte pour aller chercher là-dedans des procédés d'écriture. C'est ça, l'analyse. On y revient, Nadia, les lettres. T'inquiète pas, on y revient dans un instant. L'analyse linéaire, c'est qu'on va chercher des procédés, des figures de style, des procédés d'écriture. On va s'interroger sur les discours rapportés, style direct, style indirect, sur les points de vue interne, point de vue externe, point de vue omniscient. On va s'interroger sur les valeurs des temps. Phrase par phrase, on fait sortir ces procédés et on les relie à une citation et on s'interroge sur l'effet qu'ils produisent sur le lecteur. D'accord? Ça, c'est l'analyse linéaire. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes en mesure, normalement, de composer la problématique et le plan détaillé. D'accord? Problématique et plan détaillé qui vont découler, vous le verrez, de CGTTRI. Pas de panique, ça arrive dans une seconde, c'est la slide suivante. CGTTRI, contexte, genre, thème, type, registre, intention. Vous allez avoir le temps de noter tout ça. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que les registres peuvent faire partie d'une sous-partie? Oui, tout à fait. Les registres, ils peuvent vous donner une partie, ils peuvent vous donner une sous-partie, mais en tout cas, les registres sont bel et bien un des éléments importants pour construire le plan du commentaire. Ensuite, vous passez au propre. Et alors là, il y a plusieurs stratégies. Il y a ceux qui rédigent leur introduction au brouillon. Il y a ceux qui rédigent l'introduction et la conclusion au brouillon. D'autres qui rédigent directement au propre. Ça dépend de vos habitudes, ça dépend de votre aisance, mais c'est tout à fait OK dans les deux cas. Si c'est la méthode qui vous convient, c'est la bonne méthode. On reverra aussi plus tard dans le live les grandes étapes de l'introduction. On reverra comment écrire une conclusion de façon simple et efficace. Et on verra aussi la technique de la rédaction, du développement avec plusieurs parties, 2 ou 3 parties. 3 parties, c'est le plan canonique, c'est le plan qu'apprécient le plus les correcteurs, à condition qu'il soit bien fait, parce qu'il vaut mieux parfois savoir faire un plan tout simple en 2 parties, équilibré, solide,
avec deux parties bien claires, qui progressent bien, qui sont cohérentes, qui sont équilibrées, plutôt que trois parties bancales avec une troisième partie tirée par les cheveux qui veut rien dire. D'accord? Donc, pas de complexe. J'ai déjà vu de nombreuses fois des élèves avoir des 16, des 17, des 18, des 19 et même des 20 avec des plans en deux parties. Donc, toute chose égale par ailleurs, une troisième partie va vous apporter un bonus, c'est clair, mais mieux vaut un bon plan en deux parties qu'un mauvais plan en trois parties. Donc, selon le nombre de parties que vous faites, vous avez un temps dévolu à la rédaction de ces parties qui est différent. D'accord? Dans le timing que j'ai donné, par exemple, en deux parties, vous avez 50 minutes pour rédiger chaque partie. En trois parties, vous avez plutôt 35 minutes. Alors, j'ai vu passer une question sur le nombre de sous-parties. Bah, là encore, hein, il y a plusieurs possibilités. Si vous faites un plan en trois parties, je vous conseille vivement de ne faire que deux sous-parties par grande partie. Ça sera la même chose pour la disserte. Tout ce que je suis en train de dire sur le nombre de parties, etc., c'est valable pour la disserte aussi. En trois parties, c'est parfois moins casse-gueule de faire deux sous-parties que d'essayer d'en faire trois. Pourquoi? Parce que souvent, 3 fois 3, bah oui, c'est le plan canonique, c'est le plan magnifique, c'est le plan que vos correcteurs ont fait quand ils passaient le CAPES ou la GREG, mais au bac français, ce n'est pas forcément l'attente et c'est difficile en fait d'arriver à développer tout ça. Donc 3 fois 2, c'est bien. 3 fois 2, ça marche très bien. Si vous faites deux grandes parties, bah, vous pouvez tenter le 2 fois 3. Et du coup, vous avez deux parties composées chacune de trois sous-parties. Ça marche bien aussi. Est-ce qu'on peut faire trois sous-parties dans une grande partie et deux sous-parties dans une autre grande partie? Réponse, oui, c'est pas catastrophique du tout, mais essayez de faire en sorte que vos grandes parties soient à peu près homogènes en termes de volume. Essayez de respecter une forme d'équilibre entre les parties. OK? Et puis on se réserve à la fin 10-15 minutes selon votre aisance pour la conclusion, bilan, ouverture. D'accord? La conclusion, 10-15 minutes pour la rédiger. Elle peut avoir été rédigée au brouillon avant, elle peut être rédigée tout de go, hein, en mode un peu freestyle. Moi, c'est comme ça que je faisais personnellement. Ça m'a toujours réussi de rédiger la conclusion dans la foulée de mon développement. Je suis bien chaud. Hop, il me reste 10-15 minutes. Je rédige la conclusion. Oui, le deux parties versus trois parties, ce que je disais sur deux parties, trois parties a été surtout vrai du commentaire. Sur la dissertation, c'est vrai que la troisième partie est un peu plus attendue encore qu'en commentaire, mais là aussi, en dissertation, j'ai déjà vu des très bonnes dissertations très bien notées en deux parties, ça arrive. Essayez néanmoins de produire une troisième partie qui va être comme le dépassement de la thèse et l'antithèse que vous aurez présentées dans les deux premières parties de votre dissertation. Donc, toute chose égale par ailleurs, vaut mieux faire trois parties. Ça reste vrai. Alors, CGT-TRI, de quoi je parle? Si vous êtes peut-être familier de ces 6 questions que je vous encourage à poser sur le texte si vous travaillez sur le commentaire. C, c'est pour contexte, G pour genre, type pour T pour type, le deuxième T, c'est pour thème, R pour registre et I comme intention de l'auteur. CGT-TRI, c'est vraiment les briques qui vont vous permettre de composer votre plan, qui vont vous permettre aussi, on va le voir, de proposer une problématique. Le contexte, il faut le voir de deux façons. D'abord, c'est le contexte historique au sens politico, socio-économique. D'accord? Le contexte de Germinal, par exemple, de Zola, c'est quoi d'après vous? Quels sont les mots qui sont attendus quelque part dans votre copie, probablement en introduction? Sur le roman de Zola, non, personne n'a lu Germinal, bon, c'est pas grave, c'est un roman qui raconte une révolte ouvrière dans le Nord, chez les Ch'tis. Si, Perrine. Alors, donc, le contexte, c'est le contexte de la révolution industrielle, c'est la fin du 19e siècle, mais ce qu'on peut dire aussi sur le contexte, c'est s'interroger sur le mouvement littéraire auquel on peut rattacher l'auteur du texte qui vous est soumis. Et là, vous le savez ou vous ne le savez pas. Est-ce que certains, par exemple, savent rattacher Zola, puisque je parle de Germinal, est-ce que certains d'entre vous connaissent le mouvement artistique et littéraire auquel on peut rattacher Zola, qui en était d'ailleurs le chef de file? L'humanisme, Lucie, alors
oui, Zola était un humaniste hein, d'une certaine façon, mais au sens strict, l'humanisme désigne plutôt un mouvement du XVIe siècle, avec Baudelaire, avec Montaigne, avec Rabelais, etc. Mais oui, Livio, Hélène, en effet, c'est le naturalisme que j'attendais, le naturalisme qui est une sorte de pointe extrême du réalisme qui consiste à raconter la société telle qu'elle est avec un angle scientiste. La société est analysée au microscope quasiment. Donc, ce qui n'exclut pas, en effet, Perrine, une forme de fantastique chez Zola. Et là, quand tu parles de fantastique, tu parles plutôt de registre. Donc, le C de contexte. Ensuite, le G de genre. Est-ce que nous sommes au théâtre, en poésie? Est-ce que nous sommes dans un roman? Est-ce que nous sommes en littérature d'idées? Et puis, au sein de ces 4 grands genres que vous connaissez, parce qu'ils correspondent aux 4 objets d'étude qui sont au programme, vous pouvez avoir des sous-genres, d'accord? La poésie, par exemple, vous connaissez tous le sous-genre poétique qu'est le genre du sonnet. Qu'est-ce que c'est qu'un sonnet? Il y a combien de vers dans un sonnet? Il y a combien de strophes? À quoi ressemble-t-elle? Oui, Perrine, 4, 4, 3, 3, 2, 4, 1 et 2, comme on appelle des strophes de 3 vers, de tercet. Merci, Sophia. Euh, Dans le roman aussi, il y a des sous-genres, hein, roman historique, roman d'aventure, etc. Euh, dans le théâtre, là, c'est très important, si vous le pouvez, de dire si vous êtes dans une comédie, comme dans les pièces de Molière, ou dans une tragédie, comme chez Racine, qui est un contemporain de Molière. Hein. Là, je parle des auteurs classiques, c'est-à-dire des auteurs qui représentent le mouvement du classicisme au XVIIe siècle. Ou bien est-ce que c'est une tragicomédie comme le Cid de Corneille, pour citer un troisième auteur classique représentant de l'âge d'or du théâtre français au XVIIe siècle? Et une tragicomédie, ce n'est rien d'autre qu'une tragédie qui finit bien. Ce qui n'est pas le cas d'une tragédie, parce qu'une tragédie, au bout, il y a la mort, en général. Hein. Il n'y a guère qu'une tragédie, à ma connaissance, Bérénice, qui finit pas par la mort des héros. La littérature d'idées, là encore, il peut y avoir plusieurs sous-genres, la fable, le conte philosophique, l'essai, l'article de dictionnaire, la lettre, bref. Quel est le genre? C'est-à-dire à quelle grande famille littéraire vous pouvez rattacher le texte? Et ça, il y a des indices, normalement, hein, la poésie, ça se voit. On est en poésie. Le théâtre, ça se voit. Vous avez le nom des personnages, vous avez des didascalies peut-être, etc. Le T de type, ça c'est très important. Quel est le type de texte, ou plutôt, quels sont les types de texte? Car très souvent, vous avez plusieurs types qui se mêlent dans un texte ou qui se succèdent dans un texte l'un après l'autre. Les grands types, je vous le rappelle, un texte, ça peut raconter une histoire, et dans ce cas, on le qualifie de narratif. Ça peut décrire quelqu'un ou quelque chose, et dans ce cas, on va parler de texte descriptif. Ou bien, ça peut être fait pour argumenter, pour convaincre, pour persuader. Dans ce cas, on parle d'un texte argumentatif. Et ça peut être un texte expressif, c'est-à-dire un texte qui a pour exprimer, principalement exprimer des sentiments, exprimer une vision. Le deuxième T, c'est le T de thème. De quoi ça parle? Est-ce que ça parle de la ville, de l'amour, de la vieillesse, de l'enfance? Et là encore, vous pouvez avoir plusieurs thèmes. La révolte, les ouvriers, la mine, pour revenir à l'univers de Zola dans Germinal. Les registres, j'y reviens pas parce que normalement vous connaissez tout ça. Tragique, pathétique, comique, satirique, réaliste, épique, fantastique, polémique, les registres, c'est ces grandes catégories esthétiques qui désignent l'émotion que le lecteur est censé ressentir. Et pour finir, l'intention de l'auteur, à quoi sert ce texte? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce texte? Alors, si voilà, je vois des questions, hein, comment on exploite tout ça? Ça vient dans un instant. Vous verrez que ces questions, elles sont là pour vous aider à bâtir une problématique et à bâtir un plan. Simplement, si on essaye d'appliquer ça rapidement, et ça va nous permettre de prendre un exemple qui va nous servir de fil rouge dans la suite de ce live. Un poème de Baudelaire, ok? Je vous le lis et vous me dites dans le chat ce que vous pouvez dire sur le contexte, le genre, le type ou les types de textes, les thèmes, les registres et l'intention de l'auteur.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors ici, j'ai des bons éléments qui viennent de sortir. Le contexte symbolisme, bravo. En effet, on peut rattacher Baudelaire à ce mouvement symboliste, qui est un mouvement qui caractérise surtout la poésie de la deuxième partie du 19e. Type expressif, en effet, il est là pour exprimer des sentiments, et je suis d'accord avec celui ou celle d'entre vous qui a parlé pour le registre du lyrisme. Oui, Livio, registre lyrique. Les thèmes, quels sont-ils? De quoi ça parle? Et donnez-moi aussi, non, vous m'avez donné le genre, très bien, le genre c'est la poésie. Les thèmes, de quoi ça parle? Et quelle pourrait être l'intention de l'auteur? Oui, thème de la rencontre amoureuse. Pourquoi lyrique, le bel? Parce que le lyrisme, c'est l'expression exaltée des sentiments. Le lyrisme, c'est l'expression des sentiments, et ici, c'est l'expression du sentiment amoureux. Livio, tu me parles pour l'intention de l'auteur du lien entre l'amour et la mort, très intéressant. Hélène, type descriptif, tu as raison de le dire, oui, il y a de la description, 3 fois oui, il y a la description du théâtre de la ville, il y a aussi la description d'une femme, et vous savez comment on appelle la description d'un personnage? C'est un portrait, donc c'est aussi un portrait de femme, ce texte, c'est très bien. Vous avez tout sorti. Vous me parlez aussi, Livio, de la fuite du temps et de l'éphémère. Excellent, Livio, c'est très très bien de voir que c'est aussi un poème sur la fuite du temps. Donc, vous avez tous les éléments. J'en ai mis qui sont peut-être un peu différents, mais c'est très bien si vous avez votre propre lecture du texte, et les intentions que j'ai pu voir autour de la fuite du temps sont très bien vues. Bravo, Livio. Euh, Deuxième exemple. La femme du lion mourut. Aussitôt chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La lionne avait pris jadis un de ses fils. Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à toute indifférence, sont ce qu'il plaît au prince. Ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps, c'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Oui, c'est une fable. Oui, ça, c'est une fable. Oui, c'est le classicisme, le contexte. Très bien. La Fontaine, comme Molière, comme j'ai parlé de Racine, j'ai parlé de Corneille, on aurait pu parler de Boileau, La Fontaine, Racine, Boileau, de La Fontaine, Molière, d'accord? Tout ça, c'est les auteurs classiques, XVIIe siècle, classicisme, qui traduit une morale, en effet. Oui, il y a une morale. Quelle serait cette morale? Satirique, très bien, Nadia, le registre. Satirique et ironique, oui, 3 fois oui, c'est une satire de quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une satire? Oui, Sophia, c'est une critique. La satire, c'est une critique. Quand on critique quelqu'un par le rire, quand on essaye de tourner quelqu'un en ridicule, quelqu'un ou quelque chose, une idée, c'est la satire, S-A-T-I-R-E. La satire de quoi? La satire, en effet, comme je l'ai lu très bien, des mœurs de la cour, c'est-à-dire de l'hypocrisie qui règne à la cour. Donc, vous voyez, ça va très vite, ces GTTRI. On peut aller très vite, mais on pose les choses. Contexte, classicisme, genre, c'est la fable. Type, il y en a deux, parce qu'il y a de la narration, mais il y a aussi de l'argumentation. La narration, c'est le récit. La femme du lion mourut, passé simple, le temps du récit. Donc oui, c'est un récit, mais je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince. Parlez-moi du temps. Le temps sont ce qu'il plaît au prince. C'est quoi ce temps? Et quelle est sa valeur? Ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Quel est ce temps? Ah oui, le présent de vérité générale. Excellent, Nadia, bravo. Donc,
il y a du récit, récit au passé, mais il y a aussi de l'argumentation dans la morale notamment, avec ce présent de vérité générale. Registre satirique et ironique, comme vous l'avez très bien dit, les thèmes, la flatterie, l'hypocrisie, qui sont la cible de la satire. Et l'intention de l'auteur, c'est donc de dénoncer la flatterie et l'hypocrisie qui règnent à la cour. Alors, à quoi ça sert tout ça? On va le voir quand on parlera construction du plan et construction de la problématique, mais simplement vous dire qu'en dissertation, les grandes étapes vont ressembler un petit peu, sauf que vous n'avez pas un texte à lire, vous avez un sujet à lire et à relire très attentivement pour détecter les mots-clés, pour comprendre les liens qui les unissent et pour faire sortir du sujet la thèse sous-jacente, parce que bien souvent, on va le revoir, la dissertation propose une thèse sous-jacente. Ensuite, ça va être la recherche de la problématique et du plan, d'une première idée en tout cas de la problématique et du plan, parce que cette idée de la problématique et du plan, elle va s'affiner tout au long de votre recherche au brouillon. Et puis, vous allez ensuite faire ce que j'appelle une tempête de cerveau, brainstorming. Qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Quelles sont les connaissances que je peux mobiliser? Mais là, il ne s'agit pas de réciter votre cours, il s'agit uniquement de faire sortir de votre tête les éléments qui sont reliés au sujet et que vous allez pouvoir mobiliser. C'est pour ça que c'est très important d'avoir fait préalablement l'analyse du sujet. En quoi ça consiste l'analyse du sujet? Je le redis parce que j'ai eu la question. Ça consiste à identifier les mots-clés, ça consiste à reformuler le sujet sous forme affirmative, on va voir avec des exemples tout à l'heure, pour identifier une thèse qui est une grande idée affirmative qui se déduit du sujet et que vous allez ensuite pouvoir discuter dans le plan, parce que vous allez la challenger, cette thèse, vous allez la confronter à son antithèse et vous allez essayer de dépasser cette opposition entre la thèse et l'antithèse dans ce qu'on appelle une synthèse. Ok, donc passer du temps à bien comprendre de quoi parle le sujet, à bien le délimiter, à bien reformuler, définir chacun des mots-clés qui composent ce sujet, c'est très important. Je vous rappelle que vous avez deux types de sujets en dissertation, des sujets sous la forme de questions et des sujets sous la forme de citations. Donc on verra tout à l'heure des exemples de chacun de ces deux types de sujets. Le plan, oui, en effet, de Moni, c'est thèse, antithèse, synthèse, ou bien, moi j'aime bien dire oui, mais surtout. Ça revient même, et on y vient dans un instant. Simplement, les étapes de la rédaction au prof, c'est exactement comme pour le commentaire, introduction, développement, conclusion, avec le même timing, et l'idée que vous avez peut-être une trentaine de minutes par partie, si vous faites 3 parties et que vous voulez réserver assez de temps pour l'introduction et pour la conclusion. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, j'aimerais dire un mot de la problématique, parce que la problématique, je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre vous, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être assez facile, assez simple, quand on a compris ce qui est attendu de vous et quelle est la recette qu'on peut appliquer pour avoir une problématique qui fait mouche. Et moi, aujourd'hui, à la veille du bac, mon objectif, c'est pas de vous faire un cours détaillé sur la problématique, c'est de vous donner une recette qui marche, d'accord? C'est pas la seule recette qui marche, celle que je vais vous donner, mais c'est une recette qui vous permet d'être sûr de ne pas tomber à côté, qui vous permet d'être sûr que ce que vous faites, c'est une problématique de commentaire, si vous utilisez ma recette pour la problématique du commentaire, et une problématique de dissertation si vous utilisez ma recette pour la dissertation. Pour le commentaire, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on commente un texte? Le but du jeu, c'est d'expliquer comment le texte est écrit, parce que c'est ça la littérature, d'accord? La littérature, c'est un texte qui est écrit d'une certaine façon, cette manière, on appelle ça le style. Le style, c'est ça qui fait la littérature. C'est, dire je t'aime, c'est pas de la littérature. Tu me fais palpiter tous les pores de mon être,
c'est peut-être plus de la littérature. C'est nul, pardonnez-moi, mais c'est quand même plus de la littérature. Pourquoi? Parce qu'il y a un effort de style. C'est comment c'est dit qui est important dans la littérature. Donc, sans surprise, une problématique de commentaire, elle va permettre de commenter le comment. Elle va permettre de commenter les moyens utilisés par un auteur pour atteindre son objectif. D'accord? Et donc, une bonne problématique de commentaire peut se présenter de la façon suivante. Par quels moyens littéraires l'auteur parvient-il à atteindre son objectif? Sauf que ça, c'est la matrice, d'accord? C'est la trame. Évidemment, il va falloir l'adapter, il va falloir la personnaliser en fonction du texte sur lequel vous allez tomber. Donc, ça va dépendre du genre. Par quels moyens romanesques, si vous êtes dans un roman? Par quels moyens dramaturgiques, si vous êtes au théâtre? Par quels moyens poétiques, si vous êtes dans un poème? Par quels moyens argumentatifs, si vous êtes en littérature d'idées? L'auteur parvient-il à... Ah ben là, c'est là qu'il faut avoir compris un peu le sens du texte. Et si vous êtes Livio, par exemple, et que vous avez vu que dans ce poème de Baudelaire, il y a une réflexion sur le temps qui passe, bah, par quel moyen poétique Baudelaire parvient-il à exprimer sa nostalgie face au temps qui passe? C'est une excellente problématique pour ce poème. Je vais vous montrer un autre exemple. Ou plutôt donnez-moi sur la fable de La Fontaine qu'on a vue ensemble. Donnez-moi la problématique qu'on pourrait proposer avec cette méthode. Par quel moyen, blablabla, bla, 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 l'auteur, vous avez remplacé par La Fontaine, on donne son nom, La Fontaine parvient-il à... D'accord? Par quel moyen? Alors, on va les qualifier, ces moyens. Par quel moyen, d'après vous, romanesque, dramaturgique, argumentatif? On va dire ici, ouais, poétique. Dramaturgique, on réserve ça au théâtre, Ilona. Donc là, on n'est pas au théâtre, on est en poésie, donc on va dire par quel moyen? Poétique. Par quel moyen poétique La Fontaine parvient-il à critiquer la société de son temps? Tu dis, Sophia, c'est pas mal. Pour que ce soit encore mieux, essaye de rendre ça plus spécifique. C'est-à-dire plus spécifique à ce texte. Qu'est-ce qui fait que ce texte, c'est une critique de quoi plus spécifiquement? Plus spécifiquement que la société. Parce que, idéalement, votre problématique, elle n'est pas interchangeable. Et cette problématique-là, elle marcherait pour quasiment toutes les fables de La Fontaine. Dans cette fable-là, qu'est-ce qu'il critique? Oui, c'est très bien. En effet, par quel moyen La Fontaine dénonce-t-il l'hypocrisie des courtisans? Tu proposes, Perrine, c'est très bien. Mais ça serait encore mieux si tu qualifiais les moyens. Par quel moyen poétique La Fontaine dénonce-t-il, hein, vous encadrez le T par deux tirets, l'hypocrisie des courtisans. Ou bien Domoni, très bien, par quel moyen poétique La Fontaine arrive-t-il, attention aux règles de l'interrogation directe, arrive-t-il à faire passer une morale au lecteur en créant une critique d'une cour hypocrite, attention à l'orthographe de cour sans S, pour simplifier, par quel moyen poétique La Fontaine critique-t-il l'hypocrisie de la cour? Ça, c'est très bien. D'accord? Par quel moyen poétique, on qualifie le genre, La Fontaine parvient-il à la fois à plaire et à instruire? C'est une autre proposition que je vous fais parce que vous savez peut-être que la devise des classiques, c'était plaire et instruire à la fois. C'est aussi la devise de la méthode d'Aristote, je le dis au passage, mais plaire et instruire à la fois, c'est l'objectif. On instruit en plaisant et on plaît en instruisant. Vous me proposez d'autres, oui, placere et docere de Moni, en effet, c'est la devise, c'est la devise d'un poète latin, Horace, qui a été reprise par les auteurs classiques du 19e. Comment on fait pour savoir si c'est dramaturgique, poétique qu'il faut mettre après moyen, le bel? C'est le genre. C'est pour ça que CGTTRI, G, le G de genre, vous donne
l'adjectif que vous pouvez mettre après par quel moyen. Par quel moyen poétique si on est en poésie, dramaturgique si on est dans le théâtre, argumentatif si on est en littérature d'idées, ou romanesque si vous êtes dans un roman. Ok, c'est clair pour vous cette technique de la problématique dans un commentaire? Ok, Livio, par quel moyen poétique La Fontaine fait-il de la fable animalière un instrument de critique sociale? C'est très bien, Livio, mais ça pourrait être encore mieux si ta problématique, elle était plus spécifique à cette fable-là. Parce que la problématique que tu me proposes, Livio, elle marche pour toutes les fables de La Fontaine. Donc, par exemple, tu pourrais écrire par quel moyen poétique La Fontaine fait-il du récit des obsèques de la lionne euh, un instrument de critique de l'hypocrisie des courtisans. Et là, d'un coup, tu es plus spécifique, tu vois, tu es plus branché sur le texte. OK. Bon, si c'est bon pour vous, la recette miracle de la problématique de commentaire, je vous donne maintenant la recette miracle de la problématique de dissertation. La dissertation, en fait, c'est une tension entre deux façons de lire une œuvre. Il y en a une qui est suggérée par le sujet, toujours, mais cette façon de lire une œuvre, elle est en général restrictive. Et donc, vous pouvez la mettre en tension avec une autre façon possible de voir l'œuvre, et ça va créer une alternative. Une alternative, elle possède deux membres. Une alternative, c'est soit ça, soit ça. Et une façon possible de présenter la problématique dans une dissertation, c'est de montrer qu'il y a une alternative. Soit on va dans le sens du sujet et on dit que l'œuvre, elle se lit comme ça, soit on peut voir autre chose. Et c'est cette autre chose que vous allez pouvoir exprimer dans la problématique pour mettre en tension la lecture de l'œuvre proposée par le sujet avec une autre lecture qui est différente, qui est peut-être même qui va dans le sens inverse. D'accord? Donc, par exemple, si le sujet c'est la comédie Le Malade imaginaire est-elle un spectacle de pure fantaisie? La thèse sous-jacente au sujet, c'est que Le Malade imaginaire est un spectacle de fantaisie, c'est un spectacle fantaisiste. C'est la thèse sous-jacente au sujet et c'est une lecture possible de l'œuvre. Mais c'est pas que ça, Le Malade imaginaire. C'est aussi une pièce qui nous fait réfléchir sur ce que c'est que la médecine, sur les pouvoirs de l'illusion. C'est aussi une satire antimédicale. C'est aussi une sorte de manifeste du théâtre total qu'est pour lui la comédie-ballet. Bref, il y a plein d'autres façons de voir le Malade imaginaire et ce serait très réducteur d'en faire un spectacle de pure fantaisie. Donc la problématique, ça pourrait être de dire le Malade imaginaire n'est-il qu'un divertissement plein de fantaisie ou comporte-t-il un message philosophique plus sérieux qu'il n'y paraît? D'accord? Donc oui, ça peut être aussi dans quelle mesure euh, euh, j'ai lu dans le chat, est-ce que dans quelle mesure peut être une bonne amorce pour la problématique d'une dissertation? Réponse, oui. Dans quelle mesure, c'est aussi une bonne façon d'amorcer la problématique d'une dissertation parce que dans quelle mesure ça appelle une discussion. Et c'est ça qui est important, c'est que la problématique, elle appelle une discussion entre plusieurs thèses qui vont permettre de faire progresser le traitement du problème. Parce qu'une problématique, c'est une question qui montre que le problème existe, qui montre qu'il y a un problème, parce qu'on peut lire la pièce de plusieurs façons possibles. D'accord? Alors, est-ce qu'il faut écrire le bel Il est donc légitime de se demander si. Vous pouvez, ce n'est pas une obligation, vous pouvez aussi écrire votre problématique directement sous la forme d'une question. Les deux sont possibles, mais attention, là je vais être très sérieux 2 minutes. C'est soit une interrogation directe, soit une interrogation indirecte. Interrogation directe, je vous le rappelle, ça sera utile pour l'oral également. Hein. L'interrogation directe, c'est une question directe sans verbe introducteur. Dans quelle mesure faut-il réduire le Malade imaginaire à sa dimension spectaculaire? Ça, c'est une interrogation directe. L'interrogation indirecte qui correspond, ce serait quoi? Il est légitime de se demander si on peut réduire le Malade imaginaire à un spectacle de pure fantaisie. Point.
C'est-à-dire que l'interrogation directe appelle un point d'interrogation. L'interrogation indirecte, si vous mettez un verbe introducteur, point final, pas de point d'interrogation. Et ça, vous n'imaginez pas combien d'élèves font la faute. Est-ce que c'est clair pour vous? S'il y a un verbe introducteur, point, pas point d'interrogation. S'il n'y a pas de verbe introducteur, point d'interrogation à la fin. OK? Ça, s'il vous plaît, déjà, si vous ne faites pas cette erreur, vous vous démarquez d'une majorité de candidats. Croyez-moi, il y a une majorité de candidats qui font des erreurs de grammaire sur la problématique. Donc, s'il vous plaît, soyez très attentifs à la grammaire. Donc, la comédie Eumène imaginaire était un spectacle de pure fantaisie. Une façon possible de problématiser ça, c'est de mettre en contraste la thèse sous-jacente avec une limite de cette thèse qui montre qu'on peut voir la pièce différemment. Alors, il y a une question ou deux auxquelles je vais essayer de répondre. La problématique n'est pas censée être toujours indirecte. Non, la question, pour avoir interrogé là-dessus des centaines de correcteurs, ils ne sont pas arrêtés sur est-ce qu'il faut mettre un verbe introducteur ou pas. Question directe, question indirecte, peu importe. Ce qui est important, c'est la qualité de la question que vous posez. Ce qui est important, c'est de poser une question qui pose un vrai problème. Et ce qui est important, c'est que vous respectiez la syntaxe de l'interrogation, qu'elle soit directe ou indirecte, comme on vient de le voir. Oui, la grammaire et les fautes peuvent enlever des points, quoi qu'en disent les textes officiels. En fait, le problème, c'est que votre correcteur, c'est un prof de français. Donc, il est programmé pour faire attention à ça. Et quand il y a beaucoup d'erreurs de syntaxe, d'orthographe, en fait, il a tendance à moins faire attention à ce que vous dites. Il a du mal à se concentrer sur le fond quand la forme est en vrac. C'est pour ça que c'est pas du temps perdu de se relire au fil de la rédaction pour éliminer les fautes petit à petit. Alors, je réexplique une dernière fois pour Anya. Question directe, question indirecte. Question directe, mais je le fais parce que ça va vous apporter des points aussi pour l'oral. Vous savez qu'à l'oral, à la question de grammaire, il y a 2 points qui peuvent tomber. Et les thèmes de grammaire, je vous le rappelle, discours, c'est la phrase complexe, l'interrogation, la négation. Ces 3 thèmes-là, ils fournissent 80% des questions à l'oral du bac. Donc, connaître la différence entre une interrogation directe et une interrogation indirecte, c'est très important. Donnez-moi dans le chat la différence et les critères qui permettent de différencier l'interrogation directe de l'interrogation indirecte. J'en ai dit quelques-uns, je ne les ai pas dit tous, parce qu'il y en a d'autres. Il y a évidemment cette histoire de verbe introducteur. Est-ce que j'ai un verbe de questionnement qui permet d'introduire la question? Si je dis par exemple, quelle heure est-il? Pas de verbe introducteur, donc question directe. Si je dis, je me demande quelle heure il est, il y a le verbe introducteur, je me demande, donc c'est une interrogation indirecte. Vous voyez qu'il y a d'autres choses qui changent. Quelle heure est-il? Point d'interrogation, interrogation directe, point d'interrogation, je me demande quelle heure il est. Point. Final, pas de point d'interrogation. Donc la ponctuation change. Et qu'est-ce qui change encore? Quelle heure est-il? Est-il? Inversion sujet-verbe. Je me demande quelle heure il est. Pas d'inversion sujet-verbe. Voilà, j'espère que c'est plus clair à dire, mais j'avance parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. D'abord, est-ce que sur la problématique de la dissertation, c'est clair? On va le voir. Je vous propose 2 sujets. Ça permet de voir au passage les 2 formes de sujets. Sujet question et sujet citation. En fait, vous savez quoi? C'est la même chose, d'accord? C'est la même chose dans la mesure où, dans les 2 cas, vous avez une thèse qui vous est proposée, vous avez une lecture de l'œuvre qui vous est proposée et il va s'agir de la discuter. Soit la lecture de l'œuvre, elle est en filigrane dans la question. Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse, par exemple? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la thèse sous-jacente à ce sujet? C'est que le plaisir de lire Manon Lescaut vient du récit d'une passion amoureuse. OK? Mais en effet, c'est réducteur. C'est réducteur de voir ça. Et donc, on va essayer de mettre cette thèse face à la contradiction qu'on peut lui faire, face aux objections qu'on peut lui faire, face aux limites de cette thèse, pour la mettre en tension avec une autre lecture possible de l'œuvre.
Et quand on a un sujet citation, dans le poème Sensation, Arthur Rimbaud écrit « J'irai loin, bien loin ». Selon vous, le cahier de Douai répond-il à ce projet? Là, c'est l'autre type de sujet qui peut tomber en dissertation au bac. Bah, dans ce cas, dans ce cas, il suffit en fait de, là aussi, exprimer la thèse sous-jacente. La thèse sous-jacente, ça va être de dire le cahier de Douai répond au projet décrit par Rimbaud avec cette citation « J'irai loin, bien loin ». Et là, vous pouvez faire un effort de reformulation. Les cahiers de Douai répondent au projet d'une « Qu'est-ce que ça veut dire? J'irai loin, bien loin ». Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent pour décrire ce projet? J'irai loin, bien loin, c'est le projet de quoi? C'est le projet d'un départ? C'est le projet de Django, s'il te plaît? On peut te bannir comme le suggèrent certains, mais sinon, juste, voilà, merci. Django, vous voyez, il revient à la littérature. Merci, Django, magnifique. Donc, oui, c'est un projet d'ambition, d'émancipation, j'ai lu, c'est très bien. C'est un projet d'évasion, d'accord? Donc, la thèse, c'est le cahier de Douai et l'expression d'une évasion, d'une fuite, d'une émancipation. Eh bien, est-ce que c'est seulement ça? On va pouvoir discuter cette thèse, d'accord? Donc, vous voyez, dans les deux cas, on va essayer d'exprimer la thèse sous-jacente et ensuite de la mettre face à sa limite, à sa contradiction possible. Manon Lescaut ne tire-t-il son pouvoir de séduction que de la peinture d'une passion amoureuse fatale? Ou bien le plaisir qu'il procure tient-il aussi à ce qu'il révèle sur la société, la liberté, la condition humaine? Ça, c'est une possibilité de mettre en tension la thèse selon laquelle c'est la passion amoureuse qui fait le plaisir de la lecture, avec la thèse selon laquelle non, c'est aussi tout ce que le roman révèle sur la condition humaine. On pourrait la simplifier, cette problématique, à la relecture, elle me paraît meilleure si on la simplifie. Manon Lescaut ne tire-t-il son pouvoir de séduction que de la peinture d'une passion amoureuse, ou bien le plaisir qu'il procure tient-il aussi à ce qu'il révèle de la condition humaine? D'accord? Et puis, pour le sujet citation, j'irai loin, bien loin. Le cahier de Douai n'exprime-t-il qu'un désir d'évasion et de liberté, ou révèle-t-il aussi les hésitations et contradictions d'un poète qui n'a pas encore trouvé sa voie? Ou bien, le cahier de Douai n'est-il que l'expression d'un désir d'évasion, ou manifeste-t-il également tout ce qui retient le poète et l'empêche de s'enfuir? Vous voyez? On va montrer qu'il y a une contradiction possible dans la lecture de l'œuvre. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous sur la problématique? Vous me dites hein, si vous avez des questions, mais sinon, on va passer à la construction d'un plan solide. Ok, super. Allez, la construction du plan. Construction du plan en commençant peut-être par le plan du commentaire. Le plan du commentaire, il va venir des briques que sont les réponses aux questions CGT-TRI. D'accord? Chaque réponse à une de ces questions est potentiellement une brique et vous allez ajouter une ou plusieurs briques dans chaque partie du commentaire. Hein, le but du jeu, c'est vraiment d'assembler des éléments de réponse à ces questions. Alors, est-ce que le plan du commentaire peut être linéaire? En fait, je ne veux pas être trop catégorique là-dessus, parce qu'il y a une question de Nadia qui est une très bonne question. Et tout à l'heure encore, j'ai étudié avec un élève de la méthode Aristote un texte où on voit qu'il y a clairement deux parties dans le texte. C'était un extrait de Madame Bovary qui est tombé au bac l'année dernière. Et en fait, il y a une première partie de l'extrait qui raconte une soirée au théâtre et qui est un récit, hein, j'utilise le T du type récit narratif, récit d'une soirée au théâtre et description de ce qui se passe dans le théâtre. Et puis à un moment, on bascule dans la psyché du personnage, on pénètre à l'intérieur de ses pensées et on entre dans un univers beaucoup plus onirique. C'est-à-dire qu'on comprend ce qui se passe dans la tête de Madame Bovary. Eh bien, c'est possible
sur ce texte, c'est non seulement possible, mais c'est sans doute l'un des meilleurs plans possibles de faire un plan qui va suivre le mouvement du texte, en tout cas dans les deux premières parties, parce qu'on verra qu'il peut y avoir une troisième partie, mais on peut imaginer un plan qui dit, ce texte commence comme le récit d'une soirée au théâtre et la description réaliste de la salle de spectacle. Mais il se transforme en une plongée onirique dans la psyché du personnage. C'est alors qu'on comprend que le romancier veut nous faire réfléchir au pouvoir respectif de l'art du roman et du spectacle théâtral. Si vous avez ce genre de texte, vous voyez qu'on peut respecter l'ordre du texte. Mais il est possible aussi de proposer un plan qui va essayer d'englober tout le texte dans chaque partie. Donc ça dépend un peu des textes et l'idéal, c'est quand même de s'adapter au texte. Il y a des questions qui me posent des questions sur les pronostics. Ne faites pas de pronostics, d'accord? Ça ne sert à rien. On ne peut pas en faire. Si vous avez suivi mon live il y a 3 semaines, vous savez que les sujets ont régulièrement déjoué les pronostics. Il y a des objets d'études qui sont tombés plusieurs années de suite. Il y en a qui ne sont jamais tombés, il y en a qui tomberont. Donc, pas de pronostics, OK? Ça va bien se passer. Donc, si je reviens à ma méthode de la construction du plan du commentaire, comment est-ce qu'on... J'aurai une partie sur la citation. Comment est-ce qu'on assemble des briques? Je vous donne un premier exemple avec les obsèques de la lionne. Vous vous souvenez de cette fable de La Fontaine? On avait vu que c'était à la fois le récit, un récit animalier de l'enterrement de la lionne, mais qu'à travers ce récit, La Fontaine, comme il cherche toujours à plaire et à instruire, eh bien, il développait la critique des mœurs de la cour, une critique de l'hypocrisie des courtisans. Eh bien, vous avez là assez naturellement 2 parties, du coup, que vous allez pouvoir développer. La première, si vous écrivez cette fable, présente un récit vif et plaisant des obsèques de la lionne. C'est une excellente première partie, c'est le premier niveau de lecture. Premier niveau de lecture, c'est un récit vif et plaisant des obsèques de la lionne. Et ça, le plan que je vous donne là, il va marcher pour toutes les fables de La Fontaine et il peut marcher pour presque tous les textes qui sont satiriques ou qui sont de cette nature avec un premier niveau de lecture où vous avez affaire à un récit vif et plaisant, mais dans un deuxième niveau de lecture, vous avez un principe ou une idée qui est critiquée. Donc, cette fable présente un récit vif et présent des obsèques de la lionne, première partie, j'ai mis quoi? J'ai mis le genre, fable. J'ai mis l'un des types, le récit, type narratif. J'ai qualifié ce type, vif et plaisant. Et j'ai donné le thème apparent. Thème apparent, les obsèques d'une lionne. Dans la deuxième partie, qu'est-ce que je vais dire? Ce récit peut également se lire comme une satire mordante des mœurs de la cour. Et là, je mobilise le registre satirique. Je mobilise le deuxième thème qui se cache sous le thème apparent. Donc, derrière le récit des obsèques de la lionne, j'ai une satire des mœurs de la cour. Et je mobilise l'intention de l'auteur qui est de critiquer l'hypocrisie des courtisans. Et donc, je vais du plus simple au moins évident. Première partie, genre, type, thème numéro 1. Deuxième partie, registre, thème numéro 2 et intention. Vous voyez, c'est du Lego. Donc, on fait du Lego en assemblant des briques. Je vous donne un deuxième exemple avec le poème de Baudelaire qu'on a vu. D'accord? Vous vous souvenez, la rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main, sans grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. C'est d'abord le récit d'une rencontre amoureuse. C'est le récit, type, narratif, thème, type thème, ça vous donne un axe, type thème. Le récit d'une rencontre amoureuse. Et je pars de ce qu'il y a de plus évident. Mais je peux mobiliser en deuxième partie un registre et une intention. Le lyrisme du poète est révélateur d'une vision ambivalente de la femme. D'accord? Le lyrisme, registre, est révélateur d'une vision
ambivalente de la femme, quelle est l'intention de l'auteur? De montrer que la femme, elle est à la fois séduisante et dangereuse. Dangereuse, douleur majestueuse, d'une main fastueuse. Vous entendez cette rime riche? Qu'est-ce qu'on entend dedans? Tueuse, 2 fois. Et quelqu'un a parlé parmi vous de la mort, des relations entre la mort et l'amour. D'accord? Donc oui, il peut y avoir de ça. Et puis, le personnage de la passante peut aussi être vu comme une allégorie de la beauté moderne telle que la conçoit Baudelaire. Alors là, c'est si vous voulez vraiment faire mouche et véhiculer l'intention ou une intention possible de ce poème. Django, s'il te plaît, je te demande vraiment, tout le monde a envie de se concentrer. Je comprends que que tu aies envie de détendre l'atmosphère, mais vraiment, sinon, je vais devoir aller demander à quelqu'un de te bannir et j'ai pas envie d'en arriver là. Alors, quelles sont tes questions, Django? Pose-moi tes questions, je serais ravi d'y répondre. Est-ce qu'on peut ouvrir les cahiers de Douai vers la poésie persane du XIIIe siècle? L'ouverture, on va en parler. L'ouverture, c'est la fin de la conclusion et mon seul conseil, c'est de ne pas prendre de risques, donc ne pas faire trop ton malin. Si tu es un grand fan de poésie persane et que tu as quelque chose du coup sérieux à dire là-dessus et que ton rapprochement est pertinent, là tu peux vraiment marquer des points. Moi par exemple, je connais rien à la poésie persane, donc comme ça je ne peux pas te dire si c'est vrai. Mais si toi qui la connais, si tu n'es pas en train de me vanner, mais que tu la connais vraiment, et je veux bien le croire, s'il y a un rapprochement pertinent à faire, parce qu'il y a des thèmes qui sont communs, dans ce cas, pourquoi pas. Construire un plan solide, donc, en commentaire, c'est assembler des briques. C'est assembler des briques de réponses aux questions CGTTRI. En disserte, ça va être un peu différent. En disserte, comme on l'a vu, le but du jeu, c'est de mettre en place une dialectique. Une dialectique entre la thèse sous-jacente au sujet, l'antithèse, qui est la thèse qui va dans le sens opposé, et si possible, essayer de proposer une synthèse qui va dépasser cette opposition entre la thèse et l'antithèse, entre le oui et le mais. D'accord? Parce que le but du jeu, ça va être de mettre en place une dialectique. Et oui, est-ce que ça sera toujours une dialectique? Oui. En tout cas, quand je regarde tous les sujets qui sont tombés en dissertation depuis le début de cette nouvelle épreuve du bac, et ça date quand même de plus de 5 ans, et il y a eu 3 sujets par année, et en fait, encore plus si on regarde les sujets complémentaires, les sujets des dom-toms, etc. Et il n'y a pas un seul sujet de dissertation qui ne puisse pas se traiter avec un plan dialectique. Il n'y a pas un seul sujet de dissertation qui n'appelle pas un plan dialectique. La dissertation, elle est systématiquement, en fait, elle va vous inviter à discuter une thèse qui est une façon possible de lire le sujet, mais qui est une façon qui est restrictive. Et donc, vous allez le discuter. Je donne un ou deux exemples. Simplement, je regarde s'il y a des questions. Oui. Exemple numéro 1. Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse? On l'a vu. Voilà. Premier mouvement, le récit d'une passion amoureuse est bien le moteur principal du plaisir de lecture. Et vous voyez, vous ne dites pas le récit de la passion amoureuse est le seul moteur du plaisir de lecture. Parce que si vous dites ça en 1, vous n'allez pas pouvoir dire en 2 un mais qui sera compatible avec la première thèse. Donc, il ne faut pas être restrictif dans votre thèse parce que sinon, votre antithèse ne sera pas complémentaire et compatible avec la thèse. Parce que vous ne pouvez pas dire à la fois A et non A. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, le plaisir de lecture dans Manon ne tient qu'au récit d'une passion amoureuse, mais il tient aussi à plein d'autres choses. Vous voyez bien, ça ne marche pas, ce n'est pas logique. Par contre, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait possible d'écrire le récit d'une passion amoureuse, c'est le moteur principal du plaisir de lecture, mais ce plaisir, il va au-delà de la passion et de l'amusement provoqué par cette passion. Il tient aussi à la construction narrative et au portrait des personnages.
Mais surtout, surtout, le plaisir dans Manon, il tient à ce que révèle la passion une interrogation morale et philosophique sur la nature humaine. Et c'est là que vous dépassez l'opposition en réconciliant la thèse et l'antithèse, en réconciliant le oui et le mais, en reprenant dans la première partie cette idée de la passion, mais en disant que la passion, c'est pas la passion pour la passion, c'est la passion pour ce qu'elle nous dit de l'homme. C'est la vision anthropologique qui se cache derrière, qui crée du plaisir. C'est le fait qu'on se reconnaisse soi-même, qu'on reconnaisse son voisin. C'est le fait qu'on reconnaisse l'homme derrière des Grieux, la femme derrière Manon, et la condition humaine qui est d'être prisonnier des passions, mais de savoir parfois les dominer, etc. Deuxième exemple. Dans le poème Sensation, Arthur Rimbaud écrit « J'irai loin, bien loin ». Selon vous, le cahier de Douai répond-il à ce projet? Oui, oui, oui. On va dans le sens du sujet en première partie toujours. Oui, le cahier de Douai répond à un projet de fuite et d'éloignement. C'est vrai. Mais on ne va pas le dire de façon restrictive. Parce qu'il va falloir pouvoir dire ensuite un mais qui sera compatible. Et donc ce mais, ça va être quoi? Mais ce loin, et je le mets entre guillemets, reste partiel. Le recueil ne s'affranchit pas totalement de ce dont il cherche à s'éloigner. Bon, c'est pas très bon à la relecture, je me dis, je vous propose une meilleure antithèse. Le cahier de Douai répond à un projet de fuite et d'éloignement, mais il révèle aussi tout ce qui empêche le poète de s'affranchir de son milieu. Mais surtout, est-ce que l'ailleurs, est-ce que le vrai lointain du cahier de Douai n'est pas un ailleurs intérieur, un ailleurs poétique? Est-ce qu'il n'y a pas en fait une révolution du regard et du langage que nous propose surtout Rimbaud? Ok? Oui, mais surtout. Allez, on avance. Respectez la technique de l'introduction. Je vous mets deux exemples, mais vous connaissez cette structure attendue de l'introduction. Amorce ou accroche, captatio benevolentiae, comme disaient les anciens, elle est facultative, d'accord? Je vous détends tout de suite. Mieux vaut une bonne intro sans accroche qu'une intro avec une accroche pourrie. C'est quoi une accroche pourrie? C'est une accroche qui n'a aucun lien avec le sujet ou aucun lien avec le texte, ou une accroche obèse qui s'étend et qui retarde la deuxième phase, comme vous le voyez avec ce petit dessin, et ça sera la même chose en disserte, hein, je vous le dis tout de suite. L'accroche, c'est une phrase, parce qu'ensuite, dès la phrase 2, vous êtes dans le texte si on parle de commentaires, ou vous êtes dans le sujet si on parle de dissertation. Alors oui, j'espère que vous voyez bien mon écran, si vous pouvez me le confirmer, Perrine ou quelqu'un d'autre, que vous voyez bien ce que je projette. Ouais, ok, tout va bien. Merci Livio. La disserte donc ou le commentaire, dans les deux cas, accroche très rapide, ramassée en une phrase, qui va amener le texte si on est en commentaire ou le sujet si on est en dissertation, d'accord? Le texte ou le sujet, présentation du texte, présentation du sujet. Ensuite, problématique, enfin, annonce de plan. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bah, accroche. En commentaire, une accroche possible, hein, ce n'est pas la seule possible, mais si vous connaissez le mouvement littéraire auquel se rattache l'auteur, ça vous fournit une très bonne accroche. Par exemple, le classicisme du XVIIe place la littérature au service d'un double idéal, plaire et instruire, selon la devise latine héritée d'Horace, placere et docere, que l'un de vous m'a cité tout à l'heure dans le chat. Ça, c'est l'accroche. Ensuite, boum, nom de l'auteur, titre de l'œuvre, genre. Jean de La Fontaine incarne pleinement cet idéal dans ses fables, il faudrait le souligner, j'ai oublié de le souligner, recueil publié entre 1668 et 1694, où la légèreté du récit animalier dissimule une réflexion morale et sociale exigeante.
Et là, vous voyez que je commence à amener déjà la problématique, je commence à amener le plan, mais je le fais aussi en cohérence avec l'accroche. Les obsèques de la lionne, on ne se contente pas de présenter l'œuvre dont le texte est extrait, on présente aussi l'extrait lui-même. Les obsèques de la lionne, fable extraite du livre 8, met en scène les cérémonies funèbres organisées à la cour d'un lion après la mort de son épouse et la façon dont un cerf, refusant de feindre le deuil, échappe à la colère royale grâce à une habile flatterie. Et vous voyez qu'en une phrase, après ma phrase qui présentait l'œuvre, j'ai présenté le texte. Donc, une phrase d'accroche, une phrase pour l'œuvre, une phrase pour le texte, une phrase pour la problématique, on l'a vu. Par quel moyen poétique La Fontaine parvient-il à la fois à plaire et à instruire? Point d'interrogation, parce qu'on est dans une interrogation directe. Et pour finir, l'annonce de plan, une, deux, trois phrases. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'on comprenne bien le mouvement. Cette fable propose d'abord un récit vif et plaisant des obsèques de la lionne, mais elle se lie également comme une satire mordante des mœurs de la cour. En dissertation, c'est la même chose. Une phrase d'accroche. Donc là, c'est un sujet qui est tombé l'année dernière aussi, je crois. Selon vous, dans La peau de chagrin, peut-on dire que Raphaël de Valentin n'est pas responsable de son destin? Donc, sujet de dissertation sur le roman de Balzac. C'est quoi la thèse sous-jacente? C'est on peut dire que Raphaël de Valentin n'est pas responsable de son destin. On peut dire qu'il est une victime de la fatalité, pour le reformuler. Accroche, victime de la fatalité, comment fait-on pour avoir de la matière dans l'accroche? C'est là que ça dépend un peu de votre culture littéraire, mais vous avez tous lu des choses dans le cadre de votre scolarité, donc vous avez tous des idées, des choses à raconter en réalité. Et si vous n'avez pas d'idée, vous savez pas, vous savez quoi, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de proposer une accroche. Et j'ai vu bien souvent de très belles réussites avec des introductions sans accroche. Donc, si vous n'avez pas d'idée, vous vous cassez pas la tête, vous n'y passez pas 1000 ans, vous passez à la suite et vous attaquez directement par la présentation du sujet, la présentation de l'œuvre, publié en 1831, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, ça marche très bien aussi. Mais, si possible, demandez-vous, est-ce que je connais des choses dans l'histoire littéraire qui pourraient se rattacher à ce sujet? Oui, des personnages victimes d'un destin qui les dépasse, vous en connaissez. Vous connaissez peut-être Oedipe qui tue son père sans le savoir. Vous connaissez peut-être Phèdre qui aime, malgré elle, quelqu'un qu'elle ne devrait pas aimer puisqu'il fait partie de sa famille et que c'est le fils de son mari. Vous connaissez peut-être Julien Sorel, le héros du roman de Stendhal, qui grimpe vers sa propre chute, les yeux grands ouverts. La littérature est peuplée de héros tragiques, car c'est ça le tragique, c'est le fait d'être dominé par un destin qui vous écrase et contre lequel vous ne pouvez rien. La littérature est peuplée de héros tragiques qui semblent à la fois subir leur destin et le choisir. Donc ça, c'est l'accroche en une phrase. Et puis très vite, on attaque en reliant l'œuvre avec cette accroche et avec le sujet de dissertation surtout. Publié en 1831, La peau de chagrin de Balzac met en scène un personnage de ce type, Raphaël de Valentin, jeune homme ruiné qui reçoit d'un antiquaire mystérieux une peau magique capable d'exaucer tous ses désirs, mais qui rétrécit à chaque vœu raccourcissant d'autant sa vie. Le roman nous plonge ainsi au cœur d'une question troublante. Jusqu'où sommes-nous responsables de ce qui nous arrive? Et là, on va passer à la problématique. Le sujet nous demande si Raphaël est vraiment responsable de son destin. Est-il avant tout une victime de la fatalité ou, le ou de l'alternative qui va introduire l'objection, le dépassement, la contradiction, l'autre vision possible, c'est quoi? Ou est-il au contraire un homme qui choisit librement sa propre destruction? Annonce de plan, Raphaël subit en effet des forces qui semblent le dépasser et l'écraser. Mais, connecteur logique, le plus évident pour introduire l'antithèse, le mais il est aussi, oui, mais aussi et surtout. Oui, mais aussi et surtout. Retenez ce mouvement. Oui,
il subit des forces qui semblent le dépasser, mais il est aussi celui qui a désiré, choisi et précipité lui-même sa chute. Ce qui invite à dépasser cette opposition pour y voir la condition tragique de tout homme face à ses propres désirs. Et là, on élargit, on étend et on se rattache à l'humanité tout entière et au tragique, à la condition tragique de l'homme. Pourquoi tragique? Parce qu'en fait, on est tous probablement, malheureusement, soumis à la loi inéluctable de la mort qui nous attend tous, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il faut rire, qu'il faut danser, qu'il faut chanter maintenant. C'est le carpe diem. Mais, vous voyez, le mouvement de la dissertation, oui, certes, mais pourtant, et encore, d'accord? Allez, on continue, parce que je ne veux pas vous laisser trop tard, il faut que vous puissiez dîner, il faut que vous puissiez vous reposer, mais j'ai presque fini. Je vais aller vite sur la fin. L'art de la citation dans le commentaire, on va faire des citations courtes, propres, bien intégrées à la rédaction, et surtout, les citations, elles ne sont pas là pour décorer, elles doivent être mises en relation avec un procédé et avec l'interprétation de ce procédé. C'est-à-dire qu'on va qualifier l'effet produit par le procédé. Exemple, son regard est pareil au regard des statues. Vous l'avez reconnu, le procédé? C'est quoi le procédé? Dites-moi dans le chat. Quel procédé voit-on dans son regard est pareil au regard des statues? C'est une figure de style que vous connaissez bien. Est-ce qu'il faut donner les lignes? Vous pouvez, c'est pas indispensable. Si vous avez la citation, ça vous dispense de donner les lignes, justement. Oui, c'est une comparaison, plus encore qu'une métaphore, Sophia, parce que je te rappelle que la métaphore ne comporte pas d'éléments explicites de comparaison. Donc, s'il y avait écrit son regard est celui des statues, ou bien si je te disais elle a les yeux des statues, là, ce serait une métaphore parce qu'il n'y a pas marqué elle est pareille. Le regard est pareil, pareil. C'est un outil explicite de comparaison. Donc, ce n'est pas une métaphore, c'est une comparaison. Si je te dis elle a les yeux revolver, c'est une métaphore. Si je dis elle a des yeux qui ressemblent à un revolver, là, c'est une comparaison. Et si je vous dis la rue assourdissante autour de moi hurlait, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous... Ouais, personnification, très bien. Demonie, excellent, personnification. La rue, elle hurle. C'est une personnification. Excellent. Et puis, il y a aussi, oui, allitération, Perrine. Assonance également. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit pour vous montrer comment on peut intégrer ça? Une citation, c'est pas pour faire joli, mais elle vient à l'appui d'un procédé d'écriture et on va décrire l'effet que ça produit. Exemple, la comparaison du regard de la femme avec le regard des statues au début du deuxième tercet. Tu vois, quelqu'un disait, est-ce qu'il faut citer les vers? Non, mais c'est pas mal de situer dans le texte. Exprime une image ambivalente de la femme qui devient par cette comparaison à la fois l'incarnation d'une beauté classique et parfaite, celle de la statuaire antique, et une créature inquiétante dont le regard est aussi froid et sans vie que celui des statues. Bon, ça, c'est évidemment, hein, je ne vous demande pas de faire ça demain, vous inquiétez pas, je sais très bien que là, on est sur une qualité d'analyse qu'on peut difficilement attendre d'un élève de première, mais je vous montre vers quoi il faut tendre. Une citation, elle s'accompagne d'un procédé et de l'explication de ce procédé et de l'effet produit par ce procédé. C'est comme si j'ai envie de parler de l'assonance en S, la rue assourdissante, ou en R, assourdissante autour de moi hurlait. Hein, dans 12 pieds de l'alexandrin, j'ai 3 R, j'ai 2 S, et ça fait S, et ça fait R, et ça fait U, et ça fait OU, parce que vous avez aussi des assonances. Hein, les allitérations, c'est la répétition d'un même son consonantique. L'assonance, c'est la répétition d'un même son vocalique, des voyelles, des A, des OU, des U. Donc, dans le premier vers du sonnet, Baudelaire fait résonner les bruits de la rue à travers l'allitération en R, l'assonance en U et OU, le double hiatus en forme de chiasme, rue assourdissante, moi hurlais. Là, le hiatus, c'est, vous entendez U-A, A-U, il y a un trou dans le son, il n'y a pas de liaison phonique, qui mettent en place un décor hostile au milieu duquel se trouve un poète hypersensible agressé par les bruits de la foule et de la rue. Pourquoi c'est intéressant de relever ces allitérations, ces assonances, ces hiatus? Parce que ça mime le décor
au style de la rue, et ça nous montre un poète qui est hypersensible, qui est agressé par le bruit de la foule, par le bruit de la rue. En dissertation, on peut faire un peu différemment. C'est bien de connaître, il y avait une question là-dessus, combien de citations il faut connaître sur une œuvre. Moi, j'ai tendance à conseiller d'en connaître au moins une dizaine, parce qu'il faut choisir les citations qui vont bien, c'est-à-dire les citations qui sont reliées à votre sujet. C'est ça qui est important. Ce n'est pas des citations qui sont là pour faire de la déco, c'est des citations qui sont là pour faire progresser votre argumentation. Et donc, il faut les choisir soigneusement. Par exemple, le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse? Eh bien, il y a une citation qui marche bien, c'est une citation qui vient de l'avis de l'auteur qui dit « C'est rendre, à mon avis, un service considérable au public que de l'instruire en l'amusant. » Parce que l'amusement, c'est bien un synonyme du plaisir de lecture. Et ce que nous dit cette citation, c'est que non, ce roman n'est pas seulement le récit plaisant d'une passion amoureuse, c'est aussi quelque chose qui vise à vous instruire. Et donc, on peut, là encore, introduire la citation, évidemment, entre guillemets, par une phrase qu'il explique déjà. Prévost lui-même, dans la vie de l'auteur, revendique une ambition qui dépasse le seul récit sentimental. Et vous reliez au sujet, parce que la dissertation, on se bagarre avec un sujet. Vous devez être obsédé par le sujet et vous devez mobiliser en permanence les mots du sujet, ou leurs synonymes. Récit d'une passion amoureuse, récit sentimental. D'accord, ça marche aussi, mais je prouve au correcteur constamment que je suis bien en train de traiter le sujet, rien que le sujet, tout le sujet, et non pas en train de réciter mon cours ou de faire du hors-sujet. La conclusion, simple, efficace, un bilan, une ouverture. Bilan et ouverture, d'accord, c'est deux parties qui se succèdent dans un même paragraphe. Si vous n'avez pas d'ouverture, c'est comme pour l'accroche, vous ne faites pas d'ouverture et ça ira très bien. D'accord? J'ai des dizaines d'élèves qui ont eu des 18, des 17, des 19 sans faire d'ouverture. Donc ne soyez pas obsédés par l'ouverture. Si vous avez une bonne ouverture, néanmoins, ce serait trop dommage de vous en prouver parce que toute chose égale par ailleurs, faire une bonne ouverture, c'est un bonus. Ça vous donne des points en plus. Et qu'est-ce que c'est que l'ouverture? Le bilan, d'abord, on redit en gros ce qu'on a déjà dit, on fait un résumé du développement et on répond de façon synthétique à la question qu'on a soi-même posée dans l'introduction. Le bilan, il peut commencer par ainsi, virgule, et là, réponse à la question posée dans l'intro, réponse à la problématique, réponse synthétique. Et puis l'ouverture, c'est l'ouverture vers une autre œuvre, un autre genre, un autre auteur, un autre texte du même auteur, un autre extrait de la même œuvre, qui présente une similitude, mais peut-être aussi une différence. D'accord? Pour faire une bonne ouverture, il faut qu'il y ait un point commun et il faut qu'il y ait une différence. Et c'est ça que vous allez souligner. Par exemple, ainsi la phrase « Je trouvais de la joie dans cet exercice de ma liberté » nous aide à comprendre Manon Lescaut, mais d'une façon inattendue. Desgrieux parle de liberté, mais il n'est jamais vraiment libre. Blablabla. Bla, bla. Cette tension entre le désir de liberté et la force de la passion rappelle d'autres héros tragiques de la littérature, comme Phèdre, chez Racine. Elle aussi déchirée entre sa volonté et un amour qu'elle ne contrôle pas. Vous mettez en valeur la ressemblance, mais à l'intérieur de la différence, puisqu'on parle d'une autre époque, d'un autre genre, etc. Autre exemple, en commentaire, les obsèques de la Lionne illustrent ainsi parfaitement l'art de La Fontaine, ou bien ainsi, virgule, les obsèques de la Lionne illustrent parfaitement l'art de La Fontaine. Sous le voile d'un récit animé et plaisant, la fable délivre une critique acerbe de la servilité et de la flatterie qui règnent à la cour. Par la vivacité du dialogue, le rythme varié des vers et la mise en scène satirique des courtisans, le poète réussit à divertir son lecteur tout en l'invitant à réfléchir sur les jeux de pouvoir. Cette double ambition héritée du classicisme se retrouve dans l'ensemble des fables. On pourrait ainsi rapprocher ce texte du Corbeau et le Renard, autre texte du même auteur. Et là, vous connaissez d'autres textes du même auteur parce que, en général, en tout cas, si c'est La Fontaine, vous connaissez d'autres textes du même auteur, mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Où la flatterie est également au cœur de la leçon de morale, mais cette fois vue du côté de celui qui l'a subi. Ressemblance, différence.
Voilà, j'ai presque terminé. Je vais pouvoir vous libérer avant 19h30, mais aussi répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans le chat. Le secret numéro 9, c'est de soigner l'orthographe et la présentation. Ne sous-estimez pas l'impact sur le correcteur de ce que j'appelle l'esthétique de la copie. C'est regardez à gauche, regardez à droite et dites-moi d'après vous, quelle est la note que vous mettriez à la copie de gauche, quelle est la note que vous mettriez à la copie de droite. La note psychologique, la note, évidemment, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long de la lecture que le correcteur va faire de votre copie, mais la première impression qui est déterminante, parce que moi, si je regarde la copie de gauche, même sans lire, la première impression que j'en ai, c'est combien? 20 sur 20 contre 10. Très bien. Ça ressemble à un 20, ça ressemble à un 18. Je ne sais pas, mais ma première idée, allez, mettons 18. Et quand ma première idée, c'est 18, s'il faut descendre jusqu'à 10, il va falloir qu'il en cumule des bêtises, il va falloir qu'il en fasse des erreurs, il va falloir qu'il massacre la langue et qu'il dise beaucoup d'âneries pour que je redescende jusqu'à 18. Inversement, la copie de droite, vous êtes généreux quand vous dites que la première impression, c'est un 10. Il y a des ratures, il y a des titres qui sont soulignés sans la règle, il y a un paragraphe qui ne commence pas par un alinéa. Un autre qui commence par un alinéa. Il y a une écriture en patte de mouche qui n'a pas l'air bien lisible. Moi, dans ma tête, ça ressemble plutôt à un 7, par exemple. Et donc, pour monter jusqu'à 18, là, il va ramer. Il va y avoir du boulot parce qu'il va falloir qu'il me montre. Ah, mais non, c'est pas si mal. Ah, ouais, c'est vraiment bien. Ah, ouais, ça vaut peut-être un 10. Ah, mais non, mais ça vaut peut-être un 12. Oh là, mais est-ce que ce serait pas un 14? Mais je rêve ou c'est un 16? D'accord? Et ça, il va falloir qu'il sorte les rames pour en arriver là. Alors que l'autre, il se met bien avec son 18 en entrée de base. D'accord? Donc, c'est très important. La première impression, c'est très important. Le soin, la graphie, l'écriture et l'orthographe. L'orthographe. Et donc, relisez-vous régulièrement. N'attendez pas la fin du devoir pour vous relire. Relisez-vous au cours de la rédaction. Ne passez pas au paragraphe suivant sans avoir relu le précédent et sans avoir résolu les problèmes qui se cachaient dedans. Si vous savez que vous avez tendance à faire des erreurs d'accords sujet-verbe, revoyez vos accords avant de passer au paragraphe suivant, par exemple. Un petit point sur la mise en page, vous avez une décomposition naturelle en paragraphes, hein, un grand paragraphe pour l'introduction, un autre pour la conclusion, entre les deux, des parties qui sont composées de plusieurs paragraphes. Vous sautez une ligne entre l'intro et le grand 1, entre le grand 1 et le grand 2, entre le grand 2 et le grand 3, s'il y a un grand 3, entre le grand 3 et la conclusion. Vous n'en sautez pas à l'intérieur d'une partie. Comme ça, c'est bien clair pour le correcteur qu'on est à l'intérieur d'une partie. Alors, une partie, ça ressemble à quoi? Un petit paragraphe introductif qui va donner le mode d'emploi de la partie. Vous commencez par énoncer l'idée directrice de votre grande partie. C'est la thèse, d'accord? Oui, Manon Lescaut peut se lire comme le récit d'une passion amoureuse, et c'est ce qui produit le plus grand du plaisir du lecteur. C'est l'annonce de la thèse. Et puis, vous pouvez, de façon facultative, vous pouvez, dans ce paragraphe introductif, annoncer de façon synthétique les sous-parties qui vont composer cette partie. De façon synthétique, parce qu'ensuite, quand vous passez à la ligne et que vous attaquez votre première sous-partie, là aussi, phrase-titre, d'accord? Phrase-titre, c'est-à-dire une phrase simple, courte, générale, qui expose l'idée directrice de la sous-partie. Et puis, vous développez votre sous-partie, vous passez à la ligne, phrase-titre, développement de la sous-partie. Est-ce qu'il faut faire une transition? J'ai eu la question. Oui ou non, les deux méthodes sont possibles. Ce qui est important, c'est qu'on vous suive clairement. Donc, si vous êtes, je ne veux pas perturber les habitudes, donc faites comme vous avez l'habitude de faire, mais ne vous préoccupez pas si vous avez du mal à faire des transitions. Bah, il y a une méthode toute simple, ne faites pas de transition et respectez la méthode que je viens de vous donner, c'est-à-dire en fin de partie, bah, on ne fait rien de spécial, on saute une ligne et on attaque la nouvelle partie par l'annonce de la thèse, l'annonce de l'idée directrice de la grande partie. C'est ça qui est très important, c'est qu'au début de chaque paragraphe du développement, on ait l'idée directrice de la partie, si c'est le début d'une partie, ou de la sous-partie, si c'est le début d'une sous-partie.
Ok, mon dernier conseil, c'était d'aborder cette épreuve de demain avec calme et détermination. Je vais rester encore 5 minutes pour répondre à vos questions, mais je vous invite à être aussi déterminé, aussi motivé que notre ami Rocky Balboa, car la victoire se joue demain et elle se joue jusqu'au dernier moment. Demain, vous serez sur le ring, vous serez dans la course et donc ne vous découragez surtout pas. Vous êtes absolument tous dans la course et vous avez tous les moyens de très bien réussir à votre mesure et vous n'avez pas tous la même mesure, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous fassiez le max et que vous vous donniez et que vous fassiez ce dont vous êtes capable pour vous dépasser demain. Et vraiment, c'est possible. Je pense que demain, vous allez livrer la meilleure prestation que vous avez jamais livrée. Pour ça, rentrez maintenant dans une bulle de concentration, passez une bonne nuit, dormez, soyez tranquille, ne pensez plus à tout ça, laissez filer, concentrez-vous et demain, c'est là que vous donnez tout. C'est là que face au sujet, vous vous souviendrez naturellement de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui et vous vous donnerez. Et je suis sûr que ça va bien se passer. En tout cas, on sera avec vous, avec toute l'équipe de la méthode Aristote. On sera à fond avec vous par la pensée. On va vous envoyer nos bonnes vibes. On va vous envoyer nos bonnes ondes de réussite. On va croiser les doigts. On va vous dire merde, merde, merde et remerde. Vous allez y arriver. J'en suis certain. Soyez concentrés, soyez confiants. Demain, c'est pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles je peux répondre? Oui, 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 il y a des questions. Les transitions, j'ai répondu. Conclusion partielle, c'est possible. Si vous avez l'habitude de le faire, c'est très bien. Comment fait-on si un sujet est faussement ouvert ou un sujet est faussement fermé? Euh, je ne suis pas sûr de bien voir, Livio. Pour moi, tous les sujets de dissertation, en fait, ils présentent une thèse possible qui est toujours une thèse trop restrictive. Toujours, toujours. Il n'y a pas un contre-exemple. Donc, en fait, c'est des sujets qui sont peut-être faussement fermés, comme tu dis, hein, c'est-à-dire que très souvent, ils disent l'œuvre n'est-il que ceci? Mais la réponse, ce sera toujours, bah non, en fait, il est un peu ceci, mais il est un peu aussi cela, et surtout, d'accord? Et puis, ah oui, je comprends, les sujets faussement ouverts, il n'y a pas de restriction, mais en fait, ça va être la même chose, c'est-à-dire que est-ce que ce roman peut être lu comme ça? Bah oui, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est le même mouvement qu'il faut faire à la fin. Plan de dissertation en 2 fois 3, bonne idée. Bah, moins bonne idée que 3 fois 2, Ambroise. Hein, d'accord 2 fois 3, c'est moins bien que 3 fois 2 en disserte. Si tu arrives à faire un mouvement en 3 parties, c'est bien. Maintenant, 2 fois 3, c'est mieux que 2 fois 2. Et 2 fois 3, c'est mieux que 3 fois 2 si en fait ton 2 fois 3 il est solide et que ton 3 fois 2 il est foireux. Donc en fait, toute chose égale par ailleurs, vaut mieux faire une troisième partie, mais c'est pas un drame si vous n'avez pas de troisième partie, à condition que ce soit très solide. Oui, Ania, CGTTRI, après les 2 lectures, à minima, hein, au moins 2 lectures du texte. Ouverture pour le commentaire. En conclusion, on va chercher un autre auteur, on va chercher un autre mouvement, on va chercher un autre texte du même auteur, mais qui a un point commun. Sinon, ça ne fait pas une bonne ouverture. Merde, de Moni, merde, merde, merde. Pour la dissertation, est-ce qu'on doit mettre une citation dans chaque sous-partie de Mandétane? Pas nécessairement, c'est pas grave si il y a des sous-parties sans citation. Quand vous dites de répondre, faire un oui, un non restrictif dans le grand 1 de la dissertation, ça veut dire quoi, Éléonore? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas dire dans le grand 1 de la dissertation, le plaisir de lecture dans Manon Lescaut ne vient que de la passion amoureuse. Parce que sinon, ça vous bloque. Vous ne pouvez pas dire ensuite, et pourtant, il y a d'autres choses. Donc, le sujet, lui, il se présente de façon restrictive. Le plaisir ne vient-il que de la passion amoureuse? Mais dans votre réponse dans le plan, le grand 1, vous allez le mettre en mode non restrictif. Certes, une partie du plaisir vient du récit d'une passion amoureuse, mais il y a d'autres choses. D'accord? Combien de citations par sous-partie globalement pour un commentaire de Moni? Alors là, pour un commentaire, je dirais au moins 3 procédés analysés et donc au moins 3 citations qui vont avec, mais ça peut être 5.
Des références culturelles pour le commentaire, comment fait-on? Ben non, enfin, des références culturelles, on n'en attend pas, hein. On attend surtout une bonne analyse du texte, évidemment, en introduction, éventuellement en amorce, et en conclusion, éventuellement en ouverture, mais comme je l'ai dit, c'est facultatif. Est-ce qu'il faut donner les lignes ou pas dans le commentaire? Pas nécessairement, vous n'avez pas besoin de citer à chaque fois le vers ou la ligne, mais vous pouvez le faire si vous voulez entre parenthèses. Les deux sont OK, il n'y a pas de problème. Et voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions et qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et surtout, un excellent bac français. Concentrez-vous, rentrez dans votre bulle, dormez bien, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous en êtes capable, j'ai foi en vous, déchirez tout, ça va le faire. Bye bye, salut tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. On se reverra pour l'oral du bac de français, mais pour l'instant, on ne pense qu'à une chose, c'est l'écrit. Concentration, motivation, niaque, détermination. Il est pour vous, c'est votre année, c'est le Money Time.